Bonjour, merci au réseau des Carnot et merci à INRAE pour leur invitation pour me permettre de présenter ce plan Éco-Antibio 3 qui est tout neuf puisqu'il est sorti en novembre dernier. Donc c'est un plan qui vise à réduire les risques d'antibiorésistance et à promouvoir le bon usage des antimicrobiens et des antiparasitaires, et on en reparlera. Donc, je m'appelle Elisa Boin, moi je suis chef de projet antibiorésistance au sein du Bureau de la transition pour une production agricole durable au sein de la Direction générale de l'alimentation au ministère de l'Agriculture. Donc le plan Éco-Antibio, il rentre maintenant dans un historique qui commence à être déjà long de plusieurs années, parce que le plan Éco-Antibio 1 était déjà sorti en 2012, qui a ensuite donné naissance au plan Éco-Antibio 2 et ensuite au plan Éco-Antibio 3 qui est sorti en novembre dernier et qui couvrira donc une durée de 5 ans. Ce plan Éco-Antibio, il rentre plus largement dans le cadre d'une coordination interministérielle. Les plans Éco-Antibio 1 et 2, ils étaient couverts par la feuille de route interministérielle, donc la première feuille de route. Et on a également une nouvelle feuille de route qui est en cours de finalisation et dont les premiers jalons sont sortis également en novembre dernier. Je reviens un peu sur cette dynamique interministérielle. Donc, il faut bien comprendre que le plan Éco-Antibio, c'est un plan du ministère de l'Agriculture, mais plus largement, il est porté dans une dynamique interministérielle, donc, qui est la feuille de route interministérielle. Le ministère en charge de la Santé a également son plan sectoriel, ainsi que le ministère de l'Environnement. Donc, les objectifs attendu qu'on avait des plans Éco-Antibio 1 et 2. Donc pour Éco-Antibio 1, réduire l'exposition de 25% en 5 ans, réduire également l'exposition aux antibiotiques critiques de 25%. Puis pour Éco-Antibio 2, on s'était donné des objectifs spécifiques à certains antibiotiques, en particulier l'exposition à la colistine, et puis observer une tendance à la baisse sur l'ensemble des marqueurs de l'antibiorésistance. On a déjà dévoilé le suspense, donc ces objectifs, ils ont largement été atteints, puisqu'on a réduit de plus de 50% l'exposition des animaux aux antibiotiques entre 2011 et 2022. On a également beaucoup réduit l'exposition aux antibiotiques les plus critiques, les fluoroquinolones, moins 88%, les céphalosporines de 3 et 4e génération de 95%, et puis la colistine de presque 80%. Ces objectifs, ils sont inscrits aussi plus largement dans une stratégie européenne, puisque la stratégie et la planification Farm to Fork fixaient un objectif de réduction de 50% de l'exposition des animaux de rente uniquement donc aux antibiotiques à l'horizon 2030. Et c'est bien un objectif qui est global européen, c'est-à-dire qu'on ne va pas affiner, on ne va pas se donner un objectif par pays, mais un objectif au global européen. On n'a pas exactement les mêmes indicateurs d'exposition qu'au niveau national. Mais l'idée, c'était de passer sous un seuil à l'horizon 2030, un seuil d'environ 60 mg par PCU. Si on veut se référer, nous, à ce chiffre, on est passé en fait sous ce seuil dès 2019. Donc, comment on a fait pour atteindre ces résultats? On a mis en place des instruments réglementaires, puisqu'on a un décret qui a fixé une liste d'antibiotiques critiques afin d'éviter leurs usages en médecine vétérinaire pour qu'ils soient réservés à la santé humaine et utiliser ces antibiotiques vraiment en dernier recours. Donc on a interdit leur usage préventif et puis on a conditionné leur utilisation à la réalisation d'antibiogrammes. On a interdit également les rabais, les ristournes, les remises arrière lors de vente d'antibiotiques en médecine vétérinaire. Et puis, dans le cadre des visites sanitaires obligatoires, on a mis une thématique antibiorésistance pour les visites en bovine et en porcine. Au-delà des instruments réglementaires, on a également mis en place des instruments plus incitatifs avec un appel à projet qu'on réalise chaque année, qui est d'un montant annuel généralement de 2 millions d'euros pour financer à la fois des projets de recherche et à la fois des projets d'action. On a un très grand nombre de projets qui sont éligibles, que ce soit à la fois des projets de recherche, des projets de formation, des éleveurs, des vétérinaires, le développement d'outils pratiques, par exemple de guides de bonnes pratiques, la communication professionnelle ou bien la promotion de méthodes préventives, vaccins, biosécurité ou bien des alternatives aux antibiotiques. Aujourd'hui, donc depuis 2013, on a déjà financé plus de 200 projets et on réalise aussi au-delà de ces projets des campagnes de communication. Je ne vais pas vous présenter les 200 projets, donc je vous ai fait un petit panel avec quelques projets qui ont été financés.
Par exemple, le projet Survoinels en 2019 qui a permis une cartographie des dispositifs français de surveillance de l'antibiorésistance, aussi bien en santé animale, en santé humaine et également en santé des écosystèmes, qui permettait par exemple de regarder le niveau de collaboration qu'on avait au sein de ces systèmes de surveillance. Un autre projet, INRAE, en partenariat avec la SNGTV, qui a été financé en 2022, qui a débuté en 2022, qui n'est pas terminé, qui permet de réaliser des guides de bonnes pratiques pour la préparation d'aliments médicamenteux aux antibiotiques en filière aquacole. Et puis, par exemple, un projet qu'on a financé, qui a été lauréat l'année dernière, c'est un projet donc, de biosécurité en lycée agricole qui permet au sein de ce lycée d'établir, par exemple, des grilles d'autodiagnostic, de proposer des actions de communication spécifiquement dans les lycées agricoles. Donc les enjeux pour notre plan Éco-Antibio 3, c'est déjà qu'on a une baisse très importante de l'exposition des animaux aux antibiotiques, mais on a une baisse qui est globalement quand même assez hétérogène entre les espèces, avec une réduction qui est moins marquée chez les animaux de compagnie, avec une baisse de l'ordre de 3% entre 2011 et 2022, et puis des résultats qui sont très notables dans d'autres filières, voilà, en volaille, moins 72%. On a également certains indicateurs qui sont à surveiller. Si on a des très bons résultats en matière d'exposition des animaux aux antibiotiques, on a quand même des indicateurs d'antibiorésistance qu'il faut surveiller, avec notamment une augmentation significative de la multirésistance de certaines Escherichia coli, et puis une hausse depuis 2018 chez quasiment toutes les espèces animales de la résistance des Escherichia coli à l'amoxicilline acide clavulanique. Donc pour mener à bien ce plan Éco-Antibio 3, on a réuni un ensemble de parties prenantes, globalement, donc, qui sont des pilotes en fait, du plan. On a un ensemble de pilotes qui est globalement stable depuis 2012, qui rassemble à la fois des organisations professionnelles vétérinaires, des instituts techniques agricoles, des instituts de recherche, des écoles vétérinaires. Voilà, donc un ensemble de panels qui est très large. Et vraiment, on tient toujours à remercier l'implication de ces pilotes, dont INRAE, dans ce plan, qui permettent de mener à bien et sans qui on n'aurait pas atteint ces résultats. Pour Éco-Antibio 3, on souhaite pouvoir faire correspondre ce comité de pilotage également à un comité de suivi, un peu élargi par rapport au comité de pilotage, qui réunirait notamment le ministère de la Santé, le ministère de l'Environnement, des syndicats agricoles, également des pharmaciens, des médecins et des associations de consommateurs et de protection animale, pour permettre de donner une résonance un peu plus large à ce plan, un comité de suivi qu'on réunirait une fois par an. Les objectifs donc, du plan Éco-Antibio 3, déjà on a mis des objectifs quantitatifs avec une diminution de 15% de l'exposition des chiens et des chats aux antibiotiques à l'horizon 5 ans. Ce 15%, il vient du fait qu'initialement, entre 2012 et 2016, on a eu une réduction de l'ordre de 20% de l'exposition des chiens et des chats aux antibiotiques. On souhaiterait atteindre un niveau quasiment similaire à cette baisse initiale qu'on avait pu constater, et puis de conserver le niveau actuel d'exposition qu'on a chez les autres espèces et les filières de rente. On a également des objectifs qui sont plus qualitatifs, promouvoir un usage toujours raisonné, optimisé et diversifié des antibiotiques pour éviter en particulier ce report qu'on observe sur l'acide clavulanique amoxicilline, et puis préserver l'arsenal thérapeutique également qu'on a en santé animale. L'innovation de ce plan Éco-Antibio 3, c'est qu'on l'a également ouvert au volet résistance aux antimicrobiens et aux antiparasitaires. Résistance aux antimicrobiens, puisque la feuille de route interministérielle porte sur la résistance plus large aux antimicrobiens, dans l'idée aussi d'être homogène avec la sémantique internationale. Internationalement, on parle d'AMR et on parle moins de résistance aux antibiotiques. Donc l'objectif de ce plan, c'est également de promouvoir le bon usage des antimicrobiens et des antiparasitaires, et puis également de développer la recherche, d'avoir une meilleure connaissance de ces résistances en santé animale. Donc pour cela, pour le plan Éco-Antibio 3, on a deux leviers principaux. C'est un plan qui est globalement très incitatif, pour lequel on n'a pas prévu de redéployer d'instruments réglementaires stricts, dans la mesure où on a également des très bons résultats. Donc renforcer la prévention des maladies qui induisent un recours aux antimicrobiens et aux antiparasitaires. Et puis également susciter en post-Covid à nouveau un engagement et une nouvelle dynamique sur ce plan. Donc pour cela, c'est un plan qui se décline en 5 axes et 25 actions que je ne vous redéploie. Enfin, je ne vais pas vous les détailler. Je vous renvoie au ministère aussi du ministère de l'Agriculture qui
qui présente ce plan. Pour vous donner un exemple d'action qu'on a déployé, donc c'est déjà le développement d'outils, d'indicateurs de pilotage de la santé en élevage en lien avec l'exposition aux antibiotiques. Si aujourd'hui on a des indicateurs d'exposition qui sont très macro, on manque encore d'indicateurs à l'échelle de l'élevage. Et donc c'est une action qui est sous pilotage INRAE et Adilva. Également des actions de communication dans le but de convaincre les détenteurs d'animaux de rente et de compagnie de l'intérêt de la prévention, en particulier de l'intérêt économique, donc qui est piloté par l'ANSES, AVAC, AVEF. Également former les décideurs au risque de l'antibiorésistance, communiquer vraiment en particulier vers les hauts fonctionnaires de ces risques. Donc c'est un pilotage qu'on monte et qui est en lien donc, avec l'Institut One Health. Et puis développer la recherche sur les résistances aux antimicrobiens et aux antiparasitaires, pour mieux connaître finalement les molécules à risque et puis les grands couples antimicrobiens et pathogènes qui sont les plus susceptibles de connaître des résistances. Donc je vous remercie pour m'avoir permis de présenter ce plan et puis je reste disponible de toute façon par mail si vous avez besoin de me contacter. Oui, tout à fait. Oui. Je ne sais pas s'il y a deux micros. Merci. En fait, j'avais un commentaire, une question, parce qu'en fait, vous différenciez les baisses, mais vous ne mettez pas le niveau de départ. Et donc, si on a une baisse faible dans un élevage où il y a une utilisation relativement raisonnée ou une baisse forte. Et puis mon autre question, c'était l'aquaculture, qui n'apparaît nulle part. C'est oui, indépendant. Tout à fait. Moi, je m'en mets pas sur. Oui, c'est une question qu'on a fréquemment, d'un point de vue santé humaine, où on nous dit oui, mais pour certaines filières, on est peut-être parti aussi de niveaux qui sont très importants. C'est sûr qu'on n'avait pas le même niveau initial d'exposition aux antibiotiques chez les différentes filières, ce qui s'explique aussi parce qu'on a des animaux pour lesquels on n'a pas le même volume de traitement, on n'a pas donc comparer finalement les niveaux initiaux des filières, ça reste très compliqué. C'est un souci qu'on a aussi à l'échelle européenne parce que comparer des niveaux d'exposition globale de certains pays qui font beaucoup d'aquaculture ou bien qui font beaucoup de filières ruminants, pour nous, c'est très compliqué de comparer les niveaux initiaux des filières. C'est sûr qu'on avait des filières pour lesquelles on avait des pratiques qui n'existent plus aujourd'hui, pour lesquelles on avait de l'antibiothérapie prophylactique, pour lesquelles on utilisait systématiquement des antibiotiques. Ça aussi, c'est des pratiques qui n'existent plus aujourd'hui. Et votre deuxième question, c'était concernant la filière aquacole. Aujourd'hui, on n'a pas d'indicateurs qui sont précis pour la filière aquacole. Je ne sais pas si on a des membres de l'ANMV dans la salle. Je ne crois pas. Donc, on n'a pas cet indicateur aujourd'hui de manière fine pour la filière aquacole. Mais l'idée aussi du plan Éco-Antibio 3, c'est d'aller développer des indicateurs pour les filières pour lesquelles on n'a pas des indicateurs qui sont suffisamment solides, en particulier filière aquacole et également en équine aussi. Question sur comment vous expliquez l'énorme finalement diminution chez les animaux d'élevage et pas du tout chez les animaux de compagnie. Oui, c'est une bonne question parce que l'ANSES aujourd'hui et l'ANMV dans son rapport annuel n'a pas la réponse non plus sur cette baisse moindre chez les animaux de compagnie. Les hypothèses qu'ont avancées les agences, c'est une meilleure médicalisation quand même de ces animaux. Aujourd'hui, on a une proportion d'animaux médicalisés qui est beaucoup plus importante qu'auparavant. Également, l'accroissement, l'allongement de la durée de vie de ces animaux, ça peut être des facteurs aussi qui expliquent que malgré des bonnes pratiques, on a quand même un niveau global qui reste stable. J'ai dressé un tableau un peu négatif pour les animaux de compagnie. Il faut voir qu'aussi ce sont quand même des filières pour lesquelles on a énormément baissé l'exposition aux antibiotiques critiques, même si globalement le niveau d'exposition aux antibiotiques n'a pas énormément baissé. Pas d'autres questions? Ah si. Juste une question, on parle beaucoup d'antibiotiques, mais on ne parle jamais de résistance aux biocides et tout ce qui est environnement. Et qu'est-ce qui est prévu pour les biocides? Oui, tout à fait. Pour les biocides, on a prévu aussi une action dans le plan Éco-Antibio 3 qui vise quand même à développer la recherche sur les résistances aux biocides qu'on a actuellement, aussi bien résistance aux biocides seuls et résistance aux biocides croisés avec antibiotiques. Donc on aimerait aussi financer des projets de recherche qui permettent d'améliorer les connaissances sur ce sujet.
Vous avez montré des données convaincantes sur tout ce qui est réduction chez les animaux. Mais alors, qu'est-ce qu'il en est chez l'homme? Est-ce qu'il y a un impasse, est-ce qu'il y a une conséquence, est-ce qu'il y a une liaison, est-ce que c'est indépendant? Moi, j'ai pas la compétence pour m'exprimer à la place du ministère de la Santé, mais si on a des représentants du ministère de la Santé ou bien des agences voilà, pour en donner ces chiffres, qui connaîtront bien mieux que moi. Ouais. Non, c'était juste un commentaire. Il y a eu 2 rapports là, qui sont sortis des interalliances européennes entre le CDC, l'EFSA et puis le troisième, je ne me rappelle plus son nom, Oui. et où ils montrent, alors il y a des choses qui sont attendues, c'est-à-dire que la baisse de l'antibiorésistance pour les salmonelles il y a un effet entre l'alimentation ou les campylobactères aussi. Et par contre, pour les autres bactéries, bon, il faudrait. Moi, j'ai parcouru un peu le rapport, mais il y a des effets, mais je ne sais pas exactement comment c'est estimé, quoi. Mais bon, ils sont assez optimistes quand même pour essayer de voir un effet sur un impact dans certains cas chez l'homme. Quoi. Donc, vous pouvez aller voir ces rapports. Je peux poser une question? Donc en fait, j'ai 2 questions. Est-ce que vous vous intéressez à la résistance fongique? Oui, parce que ça rentrera dans le cadre des antimicrobiens, donc oui. On a quelques données actuellement, mais c'est un sujet, et là je renvoie aussi vers INRAE si vous avez davantage d'informations sur ce sujet, pour lesquels on a peu de connaissances actuellement en santé animale, et on a quelques papiers, mais c'est encore un domaine qui est assez lacunaire. Oui. Donc la deuxième question, c'est il y a au moins un sujet qu'on pourrait travailler ensemble entre santé animale et santé humaine, c'est s'attaquer aux biocides, aux biofilms, qui finalement sont un vrai foyer de résistance. Et je pense qu'on pourrait travailler en commun, puisque actuellement il y a beaucoup de produits chimiques, mais ils ne sont pas forcément très efficaces pour les détruire. Et c'est le foyer. Il y a des solutions qui sont chez nos voisins européens, et on pourrait travailler ensemble pour entre santé humaine et santé animale pour, dans les 2 cas, détruire les biofilms complètement et pas simplement les éliminer partiellement. Oui, tout à fait. Oui. Ce serait un beau sujet de feuille de route interministérielle. Oui, ça pourrait être un bon sujet de feuille de route. Ce n'est pas complètement marqué dans la feuille de route, mais en vous écoutant ce matin, ça m'a paru évident.